1200. 1200 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque jour en France et en proportion, c'est autant au Canada. Ce qui veut dire qu'en tant qu'employeur, professionnel des RH, manager, vous serez ou vous êtes déjà confronté à une situation où vos employés ou leurs proches sont touchés par le cancer. Ajoutons à cela que d'ici 2025, plus de 25% des travailleurs seront atteints d'une maladie chronique. Et 2025, c'est demain. Il est peut-être temps qu'on en parle. Vous en pensez quoi? Allô, c'est Camille et vous écoutez 5 à 7 RH, le podcast où on ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet tabou qui effraie de nombreuses personnes, le cancer, mais pas que. On va aussi aborder le sujet des maladies chroniques et pour cela, j'ai reçu Anne-Sophie Touzinski, une serial entrepreneuse au sourire aussi grand que son engagement. J'insiste sur son sourire car on pourrait penser que parler de maladie au travail, ça plombe le moral et que ça n'a absolument pas sa place en entreprise. Mais vous verrez que cet entretien avec Anne-Sophie, que c'est tout le contraire et qu'on peut parler de ce sujet grave avec le sourire. Qu'on peut, et d'ailleurs qu'on doit briser les tabous pour mieux concilier maladie et travail. Vous êtes dans le deuxième épisode du thème Quand le travail passe dans un second temps. Un thème qui me tient à cœur et aussi au groupe Conseil Perrier, partenaire de ce podcast. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Anne-Sophie Touzinski, CEO de We Care at Work et fondatrice de Cancer at Work. Bonne écoute. Alors bonjour Anne-Sophie et puis bienvenue dans le podcast. Ça fait tellement longtemps que je voulais t'accueillir dans le podcast. Alors je suis bien contente qu'on ait ce petit moment ensemble, d'autant plus qu'on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car aujourd'hui on va parler de cette nécessité de concilier maladie et travail. Car oui, maladie et vie au travail, c'est possible. Et avant qu'on aille plus en profondeur sur ce sujet, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre beaucoup d'énergie justement là-dedans? Déjà, bonjour Camille, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie vraiment d'être avec toi aujourd'hui et merci de me permettre de partager au-delà des frontières françaises avec tous tes auditeurs. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de mettre ton énergie dans ces projets pour concilier maladie et travail? C'est des compétences professionnelles. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l'emploi, une expérience de vie qui est celle d'un cancer en 2011, l'absence de solution et l'envie finalement de contribuer à mon échelle à laisser à nos enfants un monde peut-être un petit peu meilleur. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce qui me fait me lever chaque matin. Un monde un petit peu meilleur et un système de santé préservé puisqu'on est en France. Le système de santé, en tout cas son financement, repose aux 2 tiers sur les cotisations des actifs. Or, aujourd'hui, maladie et travail sont synonymes de désinsertion professionnelle massive des personnes malades. Donc, on essaye de contribuer à refermer ce cercle vertueux qui nous permet aujourd'hui d'être soignés, bien soignés, et pour pouvoir retravailler, mais avec un monde de l'emploi qui n'est pas toujours prêt à nous accueillir. Donc, on essaye de refermer la boucle. Et quand tu dis que le monde de l'emploi, il n'est pas toujours prêt à nous accueillir, est-ce que toi, c'est ce que tu as ressenti il y a 10 ans? Ou Eh bien, comment ça s'est pas passé? du tout. Pas du tout. En l'occurrence, moi, j'ai eu je pense que je peux le formuler comme ça, une très belle expérience de vie de la maladie au travail. Pourquoi? Je pense sincèrement parce qu'à l'époque, j'ai eu spontanément une réaction qui était un peu hors norme. Quand on m'a annoncé le diagnostic, le 7 mars 2011, entre le matin, sous la douche où j'ai senti une boule dans mon sein et le soir 18 heures en sortant, enfin en échangeant avec le radiothérapeute, je savais que j'avais 95% de risque d'avoir un cancer. Donc, j'ai partagé cette information avec mon mari, bien sûr, d'abord, mais 1 heure après, je pense que mon boss et mes équipes étaient au courant. Donc, j'ai eu d'emblée une parole très libérée. À une époque, il faut se replacer en 2011, où dans les journaux français, on ne prononçait pas du tout le mot cancer. On ne parlait que de longues et douloureuses maladies. Et cette parole libre et simple, elle a permis quoi? Elle a permis
eh bien, d'abord de s'organiser et puis aussi de maintenir le lien pendant mes traitements avec mes équipes et mes clients. Et donc finalement d'échanger très simplement autour du sujet, de poser des questions, d'apporter des réponses. Et cette parole libérée, finalement, je pense qu'elle a été extrêmement précieuse parce qu'on a pu ensemble organiser mon absence, hein. J'ai été absente plusieurs mois pour me soigner. On a pu maintenir le lien pendant mes traitements. Je venais régulièrement déjeuner avec mes collègues, mes clients m'envoyaient des petits messages, me passaient des petits coups de fil, on déjeunait ensemble aussi. Finalement, ça a aussi facilité mon retour au travail parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment une coupure très nette. Donc, j'ai pas eu le sentiment de revenir dans une entreprise complètement différente. Je savais comment mes missions s'étaient déroulées en mon absence. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est d'abord dans les salles d'attente de l'hôpital où j'ai passé des heures carrées, d'avoir beaucoup de malades qui me disaient: «Mais tu fais quoi?» «Je bosse dans les RH». «Ah bah, tu vas pouvoir m'aider». Donc je me suis rendu compte que ce que je vivais, c'était pas du tout la norme. Et ensuite, quand je suis revenue au travail, j'ai croulé. Croulé, c'est peut-être un peu fort, je grossis le trait, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'appels. Je crois en un mois, une dizaine d'appels de DRH qui étaient mes clients, hein, ou de dirigeants qui m'appelaient en me disant: «Anne-Sophie, on a une nouvelle personne qui vient de nous annoncer qu'elle est malade, on ne sait pas comment faire, on est sûr qu'on fait pas bien, on est maladroit, on est gêné avec ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous aider?» Donc c'est parce que moi j'avais cette belle expérience de vie de la maladie au travail que j'ai su que c'était possible de bien faire ou de mieux faire. Et pour toutes ces raisons, en fait, j'ai décidé de m'engager. Et qu'est-ce qui fait que tu as pu dire à ton entreprise? C'est quand même étonnant. On se dit, on n'a pas l'habitude, tu sais, que quelqu'un puisse dire juste quelques heures après à son employeur euh, une telle annonce. Est-ce que c'est dans ton caractère? Est-ce que c'est parce que l'ambiance de l'entreprise ou le management qui était là en place t'a permis ça? Je pense que c'est les 2 en fait, Camille. Je pense que j'avais confiance dans mon manager et dans l'équipe. J'ai toujours travaillé en partenariat réellement avec mes clients. Je faisais du conseil en ressources humaines auprès de dirigeants et DRH. C'est un métier où les personnes comptent beaucoup et la confiance entre les personnes compte beaucoup. Donc, j'avais vraiment confiance dans mon entourage professionnel. Et en plus, ça n'a jamais été mon caractère d'enterrer un sujet et de faire la politique de l'autruche. Moi, mon métier, c'est il y a un problème qui se pose, on réfléchit ensemble aux solutions et on met en place. Donc, je pense que j'avais à la fois ces conditions de confiance qui était présente et puis aussi ce caractère ou en tout cas cette façon de faire qui a jamais été de nier la réalité aussi difficile soit-elle et de poser le sujet pour apporter ensuite des solutions. Je fais partie de ces personnes qui, quand elles ont une difficulté ou quand on rate quelque chose dans une mission client, ça arrive, vont le dire, le poser et puis regarder comment on peut corriger, en fait. Donc je pense que c'est les 2 choses, vraiment. Et ben, tu vois, je trouve ça super intéressant ce que tu dis et vraiment important en fait parce que moi, en préparant cet épisode, je suis tombée sur une phrase d'un médecin du travail. Et attends, tu sais quoi, je vais te le lire parce que ça m'a vraiment étonnée. Puis j'aimerais que tu réagisses sur cette phrase. Ok. Alors, ce médecin du travail, il dit dans la plupart des cas, je conseillerais de ne pas du tout parler de sa maladie à son employeur. Moins on en dit à l'employeur, mieux c'est. Ce dernier peut se faire une fausse idée des symptômes. Il peut surprotéger l'employé et l'employé alors il perd une chance d'équité de traitement. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Alors, je comprends, si tu veux, qu'un médecin tente de protéger un médecin du travail ou un médecin tout court ou une personne d'ailleurs, quelle qu'elle soit et peu importe sa profession, alerte des salariés. Moi, je crois fondamentalement que, tu as aucune chance de mettre en place des réponses et des accompagnements adaptés sur des non-dits, voire sur des mensonges. Alors après,
euh, moi, je m'inscris assez en opposition avec des règles toutes faites et préétablies. Je crois qu'il n'y a pas de recette toute faite pour mieux concilier maladie et travail, mais je pense que notre responsabilité aux médecins, aux personnes qui, comme moi, au travers de notre startup We Care at Work ou du club d'entreprise Cancer at Work, accompagnons des employeurs et des personnes, aux responsables des ressources humaines. Je crois que notre responsabilité, c'est de poser des questions pour que chacun puisse trouver son propre chemin, plutôt que d'imposer en fait des manières de faire. Moi, je crois que ça vaut vraiment le coup de s'interroger quand on apprend qu'on est malade pour savoir si on a envie de le dire ou pas. Qu'est-ce qui va se passer si on le dit et si on le dit pas? Si on décide de le dire, à qui on va le dire? À quel moment? Comment on va, quels mots on va employer? Tu vois, mais je crois que notre job à tous les gens qui entourent les personnes malades, c'est de les aider à prendre leurs propres décisions, mais pas imposer notre point de vue sur les choses. Là, pas plus tard que cette semaine, on a eu au téléphone une personne dans un processus de recrutement qui a caché sa période de maladie sur son CV, en fait, qui l'a maquillée. Elle est en lice pour un recrutement dans une entreprise, via d'ailleurs un cabinet de recrutement, qui vérifie un certain nombre d'éléments et notamment le niveau de rémunération passé. Elle lui demande très simplement ses 3 dernières fiches de paye, qu'elle n'a pas puisqu'elle était en arrêt maladie. Et donc, elle nous appelle en disant: «Je ne sais pas quoi faire». Eh bien oui, parce que finalement, en n'en parlant pas, en cachant l'arrêt maladie, elle s'est mise un peu dans un corner, tu vois. Et, et au final, le fait qu'elle n'envoie pas ses fiches de paye, eh bien, ça alerte le recruteur qui se dit: mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a peut-être triché sur son niveau de rémunération. Ça crée de la suspicion, alors qu'en réalité, peut-être que si elle avait dit, voilà, j'ai été malade et j'ai été absente les derniers mois de ma vie professionnelle, euh, soit elle aurait eu effectivement en face un recruteur compréhensif, voire engagé, parce que ça peut aussi être le cas, donc avec une envie d'aider et une reconnaissance aiguë de ce qu'a pu lui apporter cette expérience de vie, tu vois, qu'il le voit peut-être presque comme une valeur ajoutée, soit elle a en face d'elle un recruteur qui veut pas de personnes malades et de toute façon, est-ce qu'elle-même, elle a envie de travailler dans une entreprise qui réagit euh, en la rejetant, tu vois? Donc, moi, je pense que c'est dangereux de délivrer des phrases toutes faites comme celles que tu viens d'évoquer. Je crois vraiment que notre job, c'est d'aider les gens à trouver leurs propres réponses en leur posant des questions. C'est un peu un travail de maïeutique et de coaching, hein, finalement. Et ben justement, comment est-ce que tu fais avec Cancer at Work et avec We Care at Work? Si tu peux un peu plus nous en parler, comment ça fonctionne et comment surtout est-ce que tu accompagnes les personnes qui te contactent et puis si tu as des éléments un peu concrets aussi à nous partager là-dessus. Avec plaisir. Alors, j'ai commencé par créer en 2012 Cancer at Work. C'est une association et en fait, c'est un club de dirigeants. Pourquoi? Parce que ce qui m'a semblé extrêmement important dans un premier temps, c'est de donner une existence au sujet de la maladie dans le monde du travail. En France, la maladie au travail n'existe pas. Tu es malade en arrêt maladie, tu es au travail bien portant, hyper performant. C'est assez manichéen. La réalité, c'est que est plus grise en fait, est plus nuancée. Tu peux être au travail avec des conséquences d'une maladie grave ou chronique. Donc, euh, j'ai pensé d'abord qu'il était important de révéler ce sujet de santé dans l'univers de l'entreprise. J'ai créé un club de dirigeants dont les missions sont simples. C'est la mobilisation des dirigeants et de leurs salariés pour faire exister le sujet de la maladie au travail, le partage, l'engagement dans l'action, le partage de pratiques, la mesure des besoins des collaborateurs et des salariés, parce que
d'une entreprise à l'autre, ils peuvent sensiblement varier, hein, que tu sois dans l'industrie, dans le service, dans la grande distribution. Les salariés n'ont pas forcément les mêmes besoins pour concilier maladie et travail. La mesure des progrès de l'entreprise, parce qu'on parle beaucoup de greenwashing ou de social washing, et nous, on veut éviter ce phénomène sur nos sujets. Donc, nos membres. Est-ce qu'il y en a? Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu as vu? C'est nous parce qu'on est très vigilant au moment de l'engagement des membres et en plus, on a un label qui permet de suivre les progrès dans la durée. Donc, si un membre de Cancer at Work n'est pas à niveau, c'est pas grave, mais on s'assure en fait qu'il met en place des actions pour progresser. Voilà. Alors, par contre, on a refusé des membres par le passé. Tu vois, quand un service marketing m'appelle en disant je sors un produit cancer, je voudrais adhérer à Cancer at Work, d'abord, je demande à parler au DRH, voire aux dirigeants. Et puis, si je n'ai pas du tout de réponse, on leur dit écoutez, réfléchissez à ce que vous allez faire pour vos salariés et puis on en reparle. Donc, une ou deux fois, c'est arrivé. Je pense que c'était surtout une réflexion pas assez poussée des équipes marketing. Et puis, elles ne savaient peut-être pas qu'on avait aussi cette exigence d'engagement chez Cancer at Work. Et puis, mais qu'est-ce que tu regardes? Excuse-moi encore, j'ai trop de questions à me poser en même temps. Mais qu'est-ce que tu regardes justement chez les personnes qui aimeraient intégrer Cancer at Work? C'est quoi les exigences? Je vais te répondre à ça dans une seconde. Je termine sur la 4e mission de Cancer at Work, qui est une mission de cœur. C'est le soutien à la réinsertion professionnelle des personnes qui ont perdu leur job après une maladie. Donc ça, c'est pour Cancer at Work. Alors, comment est-ce qu'on regarde comment les personnes, enfin les entreprises d'ailleurs, sont prêtes ou veulent nous rejoindre? Assez simplement, on leur demande une lettre d'intention, on leur pose des questions sur la constitution d'un comité de pilotage, on s'assure qu'ils ont dégagé un peu de moyens humains et financiers pour pouvoir entrer en action. Et les adhésions de chaque nouveau membre sont validées par le conseil d'administration. Donc, on est 7 administrateurs aujourd'hui et le club compte une centaine d'entreprises membres. Sachant qu'en France, tu as 3,5 millions d'entreprises et qu'on existe depuis 10 ans, tu vois qu'on a une exigence d'engagement qui est assez forte. Ça, c'est pour Cancer at Work. Et puis, à partir de un peu plus tard, j'ai eu d'autres demandes de la part des entreprises qui m'ont dit, c'est super d'avoir le club, de partager entre pairs, mais parfois, ce n'est pas si simple, en fait, d'engager le dialogue avec les salariés. Anne-Sophie, toi qui as vécu l'expérience de vie, est-ce que tu peux venir animer une conférence? Est-ce que tu peux former nos RH ou nos managers? Est-ce que tu peux accompagner des salariés ou des équipes? Donc, j'ai décidé, en fait, avec mon associé Claire, de créer une start-up de malades qu'on développe réellement depuis 2019, qui s'appelle We Care at Work. Donc, on sait de quoi on parle chez We Care at Work en matière de conciliation maladie et travail, puisque d'emblée, on a décidé d'intégrer dans notre projet d'entreprise que la maladie faisait partie des compétences qu'on évalue chez les candidats qui postulent chez nous. On ne recrute pas un développeur parce qu'il a été malade, mais on va considérer l'expérience, le lien avec la maladie de 2 développeurs à compétences égales. S'il a été malade ou aidant, ou on a une développeuse, par exemple, qui est une infirmière en reconversion, donc qui a une proximité forte avec le sujet, alors ça va faire la différence chez nous. Et on a une autre valeur très forte dans le projet d'entreprise qui est la solidarité. Donc, tu parlais d'actions concrètes. On a d'emblée consacré une partie de nos bénéfices à la mise à disposition d'une ligne téléphonique complètement gratuite pour tout le monde sur le sujet de la maladie au travail. Ça s'appelle Allo Alex. Alors, c'est des questions de droit social français. Peut-être que demain, on aura on élargira notre champ d'action. Mais la ligne est joignable pour tous les auditeurs français qui nous écoutent au 0800 400 310. Et alors, We Care at Work, c'est quoi? C'est un cabinet conseil et un organisme de formation certifié Calliope. Ça aussi, c'est une norme d'exigence qualité française qui propose aux entreprises des actions de sensibilisation, de formation ou d'accompagnement individuel ou collectif, soit en présentiel, soit en distanciel comme on le fait aujourd'hui, soit en full digital. Et on a lancé d'ailleurs la première plateforme numérique
pour concilier maladie et travail et elle s'appelle Alex. Bien. Et je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Tu disais que tu vérifies aussi que les entreprises, elles ont aussi, parce que ça coûte aussi de l'argent de mettre les choses en place, donc elles ont un budget par rapport à ça. Moi, quand tu me dis ça, ça m'avait fait penser à une conversation que j'ai eue avec un dirigeant d'entreprise qui m'a dit quelque chose du genre: «Ah mais Camille, c'est bien beau de pouvoir mettre, autant d'argent dans ces actions-là, mais moi j'ai l'impression que des fois j'accompagne, mes salariés et je les accompagne parce que je veux aussi qu'ils restent dans mon entreprise, tu sais, que ça soit un donnant-donnant, mais après ils partent quand même. À quoi ça sert alors que je mette autant d'énergie là-dedans?» Qu'est-ce que tu répondrais à mon cher monsieur? Alors plein de choses. D'abord que, accompagner des salariés fragiles, ça ne sert pas qu'aux salariés fragiles, mais ça sert pour l'ensemble des salariés. Si tu veux, quand tu es collègue d'une personne qui tombe malade et que, l'entreprise ne s'en préoccupe pas et met la personne à la porte, tu te dis: «Bah, si demain ça m'arrive à moi aussi, moi qui suis bien portant, hyper performant, mon entreprise va me jeter dehors, n'en aura rien à faire» et du coup, ça ne te donne pas trop envie en général de travailler dur pour cette entreprise. Alors que quand tu vois que ton employeur, eh bien, même si un salarié est confronté à un accident de vie difficile, fait tout pour accompagner, alors dans la limite et de ses responsabilités, mais aussi de ses possibilités, parce que y a pas, c'est pas un puissant fond, hein, une entreprise, il faut qu'elle soit rentable pour continuer à employer. Mais en tout cas, quand tu sens l'employeur présent et sincèrement engagé, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, bien portant? Bah, tu dis, mon entreprise, elle est super, si demain ça arrive, elle sera là et donc tu es plus engagé dans ton travail. Donc je pense qu'ils voient le sujet que par un petit bout de la lorgnette. L'autre point, c'est que même si un salarié s'en va, moi ça fait 20 ans que je bosse dans les RH et le recrutement maintenant, et j'ai toujours dit à mes équipes, c'est hyper important de soigner le recrutement et l'intégration des collaborateurs. C'est hyper important de soigner la vie au travail des collaborateurs. C'est hyper important de savoir accompagner un collaborateur qui veut partir. Ça reste un ambassadeur. On ne sait pas où il va atterrir, on ne sait pas de quoi la vie demain est faite. Demain, il sera peut-être client, demain, il croisera peut-être un candidat qui peut être hyper intéressant pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'il lui dira? La boîte dans laquelle j'ai travaillé, c'est une super boîte. Donc je lui dirais notamment ça en réalité. Je pense que ce serait une bonne réponse. Et on fait comment justement pour parler aussi de cancer en entreprise parce que ce soit le cancer, les maladies chroniques, ça se rapproche, enfin pour beaucoup de personnes en tout cas, ça se rapproche de la mort. La mort, ça peut faire peur. Euh, Puis en me mettant à la place de certains managers, gestionnaires ou RH, on peut avoir de la difficulté à en parler. On ne sait pas forcément trouver les mots. Qu'est-ce qu'on dit quand ça arrive? Alors d'abord, on peut parler exclusivement de cancer, mais très vite dans le monde du travail, je pense qu'il faut parler plus largement des maladies, parce que s'appuyer sur un exemple concret pour engager le dialogue, ça me paraît être intéressant, parce que derrière maladie grave ou chronique, on ne sait pas toujours ce qu'il y a. Mais au nom de quoi on s'occuperait mieux des salariés qui ont un cancer que de ceux qui ont une sclérose en plaques ou qui aident un parent âgé, tu vois? Donc je pense qu'il faut que si on choisit le cancer, ce qui est compréhensible parce que c'est la maladie la plus représentée en nombre, donc ça peut être un bon argument pour engager le dialogue, il faut assez vite, élargir le sujet. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'engager le dialogue sur le sujet. De dire à ses salariés, et ça c'est vraiment le rôle du dirigeant, la maladie dans notre entreprise est un sujet dont on peut parler. Moi, il ne se passe pas une semaine, quand j'anime une conférence sur le sujet, où j'ai pas des gens qui fondent en larmes ou qui viennent me voir en disant: «Mais merci, j'attendais tellement qu'on en parle». On mène, tu sais, des études, sur, un certain nombre d'attentes, enfin sur les attentes de la population active. La première
pour pouvoir agir, hein, parce que moi, je trouve que c'est génial d'agir, mais il faut toujours agir au regard de besoins qu'on a clairement identifiés. Sinon, on a toutes les chances de tomber pile à côté. Et la première étude qu'on a lancée, c'était en 2013. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que donc c'est une étude qui est déployée auprès d'un échantillon représentatif de la population active de 1000 répondants, avec un suréchantillonnage de personnes malades. En 2013, moi, ce qui m'a frappée, c'est que 80% des répondants disaient on ne peut même pas imaginer prononcer le mot cancer au travail. Il y avait un tabou énorme. 90% des répondants? 80%. 80% des répondants. T'imagines, 8 personnes sur 10 qui travaillent et qui disent non, mais moi, j'imagine même pas qu'on puisse prononcer le mot. Ça, c'était en 2013. Alors, les choses évoluent, puisqu'en 2021, on refait cette étude régulièrement, tous les 3 ans. Et puis là, avec la crise, on a fait 2 éditions consécutives, 2020-2021. On a un actif sur 2 qui le dit. Donc, c'est mieux. Mais tu as quand même encore une personne sur 2. Si demain, on lui annonce qu'elle a un cancer ou qu'on lui annonce le cancer d'un proche, qui n'osera pas le partager avec son employeur. Donc, il me semble qu'il faut vraiment lever le tabou sur le sujet et reconnaître le sujet de la maladie comme un sujet d'entreprise à part entière. Alors, ce n'est pas toujours évident, comme tu le disais, de faire face à une annonce compliquée, de savoir comment répondre, comment accompagner. Mais ça prend. Donc, je pense qu'il faut vraiment communiquer, sensibiliser les collaborateurs, former les managers, le management opérationnel et les ressources humaines. Alors, qui comprennent bien les enjeux de la maladie au travail, mais objectivement, l'écoute active, hein, qui est quand même une formation très générique du management, est déjà une clé extrêmement intéressante, tu vois, pour pouvoir se positionner. Je pense que les formations qu'on dispense chez Wikaratoire sur la maladie au travail, elles ont cet intérêt de purger le sujet, de purger justement la charge émotionnelle des personnes, puisque chaque expérience de vie renvoie chacun à ses propres expériences. Donc, on peut se former. Et puis après, sur la mise en place des accompagnements, il y a une difficulté, mais qui est totalement surmontable selon moi, c'est qu'on n'a pas une situation qui est égale à une autre. Donc, en fait, il faut vraiment prendre en considération les besoins des collaborateurs concernés qui leur sont propres, répondre à leurs questions et puis mettre en place une feuille de route. Tout le monde fait ça dans les entreprises, tu vois. Donc, ce n'est pas des accompagnements extrêmement coûteux. Un écueil serait de n'accompagner que les personnes malades sans s'intéresser à l'équipe. Donc, je pense qu'il faut prendre autant en compte les besoins du manager et de l'équipe que de la personne qui est concernée et puis tricoter les solutions et les réponses pour les uns et les autres en cohérence. Moi, j'ai beaucoup d'équipes qui sont fatiguées parce qu'elles ont une personne malade s'en va, on ne sait pas pour combien de temps. Du coup, la charge de travail est reportée sur l'équipe. Ça dure 3 semaines, ils sont très contents d'aider. Ça dure 6 mois, ils sont un peu fatigués. Ça dure 1 an et demi, ils n'en peuvent plus à la fin, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi s'attacher à apporter des réponses à la personne qui est directement concernée, mais aussi au collectif finalement qui l'entoure. Et moi, ce que j'observe, c'est que plus tôt on prend en considération le sujet au plus proche en fait du diagnostic, plus on a de chances de préparer l'absence, comme ça a été mon cas, d'organiser les choses pour que la personne puisse se soigner sereinement, en maintenant un lien avec son équipe, donc avec un retour au travail facilité et préparé, et du coup, moins d'arrêt de travail perlé a posteriori, moins de compensation psychique et moins de sortie de piste de l'emploi. C'est pas si compliqué en réalité. Un des enjeux, c'est vraiment de prendre conscience que le sujet est un sujet d'entreprise qui concerne beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu as une idée. Tiens, c'est moi qui vais te poser une question, Camille. Je t'ai. Dis-moi, je me concentre. En France, du nombre d'actifs qui sont directement concernés par une maladie grave ou chronique aujourd'hui.
Alors, je répète ta question, combien il y a Quel d'actifs? pourcentage de la Quel population pourcentage? active est directement concernée par une maladie grave ou chronique? Je dirais 40. Ça me paraît énorme même 40. Ça me paraît trop, trop, trop quand même, hein. Non, 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 ça pourrait pas ça. Tu imagines 40? Non, 15. Bravo. C'est Je vrai? t'envoie mon guide pratique cancer et travail, tu l'as gagné. Je Exact. le prends! Le Conseil économique, social et environnemental évalue à 15 en 2018 le nombre d'actifs directement concernés par une maladie grave ou chronique. À horizon 2025, et cette évaluation a été réalisée avant la crise sanitaire, il évaluait le nombre d'actifs concernés à 25 un quart de la population active. On est en 2022, donc c'est demain. Imagine une entreprise d'une centaine de salariés. Quel dirigeant digne de ce nom peut aujourd'hui envisager sereinement l'avenir de son entreprise sans se préoccuper de la maladie, des maladies graves au travail? Tu vois, potentiellement, à horizon 2025, il a un quart de ses talents qui vont être touchés. Donc, je pense qu'il est vraiment urgent d'agir, urgent de poser le sujet avec ses salariés dans le principe de mieux vaut prévenir que guérir, en réalité. Et là, justement, pour prévenir, on commence par quoi? On en parle avec le dirigeant, avec les RH, puis ensuite c'est par petites équipes. Comment ça se passe exactement? Alors, on en parle. Le dirigeant et son DRH, hein, puisque c'est les DRH, les ressources humaines, ont maille à partir avec le sujet. Le dirigeant, quand on est dans des PME et TPE, sa culture au sujet. Donc, on a des formations pour les comités de direction, pour les dirigeants, pose le sujet avec ses salariés. Alors, il peut prendre le prétexte de la journée mondiale de la santé, la semaine de la qualité de vie au travail, Octobre rose, la journée de lutte internationale contre les cancers, peu importe. Il y a plein d'occasions de prise de parole autour du sujet. Mais à un moment donné, il ouvre le dialogue avec ses salariés et il dit, dans notre entreprise, on peut parler de maladie au travail et ensemble, on a la volonté de progresser. Ensuite, il fait un état des lieux. Il interroge ses salariés pour leur demander quels sont leurs besoins. Alors, tu vas avoir des besoins qui sont d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à du coaching, de la psychothérapie, de la formation. Et puis, tu vas avoir d'autres besoins, comme dans cette entreprise industrielle qui fait partie de nos clients, où les salariés disent, ben, moi, je ne peux pas retourner sur des chaînes de production avec la même cadence qu'avant mon absence. Donc, les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Donc, dans cette entreprise, il y a une chaîne de production sans cadence qui a été mise en place au cœur de l'usine pour Alors ça, les… c'est fou par contre. Oui, c'est fou. Et c'est vrai Parce que que je t'assure que quand les salariés qu'on avait interrogés sur leurs besoins ont fait cette proposition de solution, je me suis dit, ouf, quel dirigeant d'entreprise industrielle va se lancer là-dedans? Parce qu'on sait que les cadences, c'est la performance, font la performance d'une entreprise industrielle. Et bien, le dirigeant, qui en l'espèce est une dirigeante qui elle-même a été concernée par la maladie, a dit, ben, nous, on va le faire, on va le tenter l'expérience. Eh bien, tu sais quoi, non seulement ces salariés me disent quand je vais à l'usine, c'est à la vie, à la mort avec notre entreprise. Donc, l'engagement qu'on évoquait tout à l'heure, je l'entends en fait dans leurs mots à chaque fois que je m'y rends. Mais en plus, le coût de l'absentéisme, enfin, le taux d'absentéisme, qui est un véritable fléau dans les entreprises, a diminué de 8% en 3 ans. Et ce n'est pas l'absentéisme de longue durée qui a beaucoup diminué, c'est la bobologie. Justement, dans ce principe où tu te dis, quand tu as mal à la tête, ou tu as fait un peu trop la fête le week-end, bon, je vais me faire arrêter. Ben non, j'ai ma collègue qui est confrontée à un cancer ou une sclérose en plaques qui, elle, vient sur la chaîne sans cadence. Donc, moi, je vais venir. Donc, c'est hyper intéressant à observer. Donc, des besoins, interroger les besoins, proposer des solutions,
avec humilité et simplicité. Les usines à gaz fonctionnent jamais, tu vois. Il y a des besoins simples qui sont évoqués. Il faut apporter des réponses simples et pragmatiques. Et puis, à chaque fois qu'une situation se présente, l'accompagner, valoriser les réussites, ne pas nier les difficultés et essayer comme ça de progresser petit à petit au fil du temps. C'est un sujet qui s'inscrit dans la durée. Tu décrètes pas en tant que chef d'entreprise que demain, tu vas bien concilier maladie et travail. Tu apprends petit à petit. Mais ça, tu peux apprendre que quand tu as engagé le dialogue. Et tout à l'heure, tu disais aussi, il faut aussi faire face aux difficultés. Quelles difficultés les dirigeants ou les RH peuvent faire face justement qu'est-ce que tu as eu comme exemple autour de toi des personnes que tu as accompagnées? Mais il peut y avoir des difficultés de plusieurs ordres. Soit des difficultés, tu vois, liées à des dispositifs spécifiques qui n'existent pas encore dans l'entreprise ou qui ne sont pas encore mis en place ou qui ne sont pas adaptés. Tu peux t'apercevoir, par exemple, que la complémentaire santé que tu as a un niveau de remboursement sur les prothèses capillaires qui est nettement insuffisant alors que tu as plusieurs femmes touchées par des cancers qui perdent leurs cheveux et qui en ont besoin. À la renégociation du contrat, tu vas poser le sujet avec la complémentaire santé pour essayer d'améliorer en fait les couvertures par rapport aux besoins de tes salariés. Tu peux avoir un aidant qui accompagne un enfant ou un parent malade qui a besoin de temps auprès de cette personne et qui épuise tous ses congés. Alors en France, on a un dispositif qui s'appelle le don de jour de repos. Donc, tu as des collègues qui peuvent te donner des jours pour rester auprès de ton proche aidant, mais ce n'est pas mis en place de manière formelle dans toutes les entreprises. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un accord formel pour le faire, mais quand une situation se présente, c'est l'occasion finalement de mettre en place une première expérience pour ensuite lancer le sujet et arriver à un accord. Donc, tu as des choses comme ça qui relèvent vraiment au fur et à mesure de tes expériences, tu t'aperçois qu'il y a des trous dans la raquette et puis tu essayes de les combler. Et puis, tu as des questions qui sont plutôt de l'ordre de la posture, justement. Je pense par exemple à un manager que j'avais en ligne récemment qui me disait, mais vous savez, Anne-Sophie, on s'était dit avec ma collaboratrice qui est malade qu'elle nous avait autorisé à prendre des nouvelles, on lui envoie des messages, elle ne répond pas, on est inquiet, est-ce qu'elle en a rien à faire de nous? Donc, voilà, c'est des personnes qui peuvent avoir du mal dans la durée à appréhender le sujet. Là, c'est assez simple, tu vois, par un échange, un dialogue ou une petite séance de coaching individuel ou collectif, on va pouvoir remettre l'équipe sur les rails en leur expliquant simplement que peut-être à ce moment-là de la maladie, leur collègue leur collaboratrice, elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour elle, un peu plus d'intimité et que sans la harceler, le fait de recevoir régulièrement des messages bienveillants, ça lui fera probablement du bien. Donc, qu'il n'attende pas forcément de retour, mais que continue à avoir cette attitude bienveillante et soutenante. Voilà, par exemple, les difficultés auxquelles on peut être concerné, mais qui sont surmontables d'abord, et puis qui permettent de grandir, d'améliorer et de continuer à apprendre. Et est-ce que tu as un exemple justement qui t'a marqué parce que maintenant ça fait plus de 10 ans là que tu accompagnes les entreprises d'une belle réussite? Plein, heureusement. Sinon, on aurait arrêté. On a on a toutes les semaines, presque tous les jours, des témoignages de personnes et d'entreprises qui nous disent d'abord à quel point ça leur fait du bien de pouvoir évoquer le sujet, à quel point l'emploi est important pour elles et constitue une bulle finalement en dehors de la maladie, donc à quel point elles sont heureuses qu'on puisse de pouvoir en fait qu'on puisse les aider en fait à rester en lien avec leur organisation. Toutes les histoires franchement me marquent, elles sont heureuses ou malheureuses d'ailleurs. Je pense à une jeune femme qu'on a accompagnée qui est décédée
mais qui nous a laissé un très joli podcast aussi et un livre. Elle s'appelle Maëlle Sigono et le livre et le podcast s'appellent Impatiente. Elle s'est révélée féministe et engagée dans la maladie. Je crois quand même que les histoires qui me marquent le plus sont celles de mes équipes en direct, tu vois, parce que finalement, en développant Cancer at Work et We Care at Work, et on fait la preuve au quotidien qu'on peut concilier maladie et travail, que c'est pas facile, mais que c'est possible. Et, euh, et de voir une équipe qui se développe et qui s'agrège autour de nous, ça, c'est vraiment chouette. Et mais justement, avec ton équipe, comment ça se passe aussi? Toi, comment vous prenez soin, enfin, comment est-ce que tu prends soin justement de ton équipe? Parce que tu me dis aussi dans ton équipe, tu avais aussi plusieurs personnes qui sont malades. Comment est-ce que ça fonctionne? Écoute, ça fonctionne, je crois, plutôt bien et très simplement, c'est-à-dire que les conditions de confiance qu'on évoquait tout à l'heure, elles sont réunies. Donc, à chaque fois que quelqu'un a un problème de santé ou un besoin de s'absenter pour aller à un rendez-vous médical ou va moins bien pour diverses raisons, il le pose très simplement et puis on regarde ensemble comment on peut accompagner, quelles solutions on peut mettre à disposition. Euh, voilà, et puis on est très attaché aux petites attentions dans l'équipe. Donc, c'est des toutes petites choses de la vie, mais des petits moments qui sont précieux, où on s'envoie des petits, on se congratule, on se félicite. Ce qui ne nous empêche pas de dire quand les choses vont pas bien, tu vois, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on célèbre nos réussites. Quand il y a un problème, on le pose, on essaye de regarder comment on aurait pu mieux faire, faire différemment. Euh, c'est aussi simple que ça, en fait, hein, tu sais, Camille. Mais tu vois, justement, quand tu parles de s'intéresser aux gens en vrai, ça me rappelle quand j'étais stagiaire, ça remonte à un petit bout maintenant, mais en tout cas, quand j'étais stagiaire RH, à un moment donné, on voulait mettre dans l'entreprise, tu sais, que les personnes euh, puissent avoir la reconnaissance RQTH. On avait commencé à parler, alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Et je t'avoue que j'avais été étonnée à l'époque quand on a commencé à en parler parce qu'il y avait personne qui voulait dire, alors que nous, on le savait, parce qu'on était quand même proche de certains de nos salariés, on savait qui étaient malades ou pas. Puis ils me disaient, non mais Camille, mais moi je veux pas, je sais que ça peut m'aider, mais c'est pas grave, je préfère vivre comme ça. Attends, elle m'avait dit quelque chose comme, mais moi je suis pas handicapée, enfin je veux dire. Et puis ça l'avait comme, ça avait créé l'effet inverse. Franchement, ça m'avait marqué parce que ça avait carrément créé l'effet inverse. Et certaines personnes étaient plus vexées par rapport à cette approche de l'entreprise. Est-ce que toi, tu as vécu aussi la même chose avec certaines des entreprises qui ont essayé de faire? Je l'ai vécu dans ma chair, moi, cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, puisque je suis dirigeante travailleur handicapé. Et ce que tu dis en dit long sur les représentations qu'on peut avoir sur les personnes handicapées, comme sur les représentations qu'on peut avoir sur les personnes malades. On pense d'emblée au moins, en fait, à ce que ça enlève. Et alors que ce qu'on s'applique à faire chez Cancer at Work et chez We Care at Work, c'est d'essayer de faire pivoter le regard et se dire, et finalement, qu'est-ce que ces personnes ou qu'est-ce que ces expériences de vie vont pouvoir apporter en plus. Et quand tu arrives en fait à réaliser ce pivot, bien naturellement, en fait, il n'y a plus de problème d'aller vers cette reconnaissance de qualité de travail handicapé. Alors, ça demande un peu de pédagogie et d'explication, et j'en suis pas très fière, mais quand on m'a dit, Anne-Sophie, c'était en 2012, Anne-Sophie, tu devrais réfléchir à une reconnaissance de qualité de travail handicapé. D'abord, j'ai dit à une quoi alors que je travaillais dans le secteur de l'emploi depuis 15 ans. C'est te dire si, tant que tu n'es pas concerné directement par le sujet, il peut t'échapper. Et ensuite, j'ai eu cette réaction que tu évoques. Je suis malade, je ne suis pas handicapée. Ça ne m'a pas fait rêver de passer de la case cancer à la case handicap tout de suite. Donc, il a fallu un peu de pédagogie de la part
mes interlocutrices que je remercie encore aujourd'hui. Et puis aussi que je me botte un peu, pardon du terme, mais un peu les fesses en disant, attends, ma fille, tu es en train, de raconter à tout le monde que dans l'expérience de vie d'une maladie, on peut développer des qualités et des compétences qui sont précieuses dans la vie professionnelle et dans la société. Mais pour le handicap, c'est pareil en réalité. Voilà. Donc, j'ai fait le chemin, j'ai fait mon dossier, je suis travailleur handicapé. J'ai compris que c'était un sésame statutaire, en fait, qui pouvait m'aider à rester en emploi, à adapter mes conditions de travail. En l'espèce, dans la création d'entreprise, qui peut t'aider à créer ton entreprise avec des accompagnements spécifiques, avec des aides financières spécifiques. Quand tu es dans une entreprise, ça peut t'aider à avoir une ergonomie de poste adaptée, à avoir des temps de travail adaptés. Bref, ça peut t'apporter des compensations. Et je pense qu'on doit vraiment les uns et les autres prendre le temps de s'interroger sur nos représentations et la manière dont on stigmatise les uns et les autres. Il faut avoir en tête que plus de 80% des handicaps sont invisibles. Et puis aussi se dire, mais en fait, ok, cette personne est porteuse d'un handicap, mais au-delà de la limitation qui nécessite une compensation, est-ce qu'elle n'a pas développé des compétences qui peuvent être utiles à notre entreprise? Tu vois, je prends un exemple, moi, dans mes équipes de consultants, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, c'est de gens agiles. Bon, bah, quand on t'annonce que tu as un cancer et que tu dois tout réorganiser du jour au lendemain, crois-moi, l'agilité, tu la développes et avec un niveau un niveau très, très élevé. Voilà. Donc, je crois qu'on a ces deux travails à faire, hein, de bien comprendre ce qui est statutaire et comment on peut le mobiliser. Ça reste un dispositif, c'est pas une étiquette. Ça veut pas dire que tu es moins quelque chose. Hein, ça veut juste dire que tu as des dispositifs qui vont t'aider en fait à rester dans l'emploi et puis aussi changer de paradigme et se dire ben ok, comment on peut utiliser ces compétences et les mettre à disposition et nous aider avec ces compétences à grandir. Aujourd'hui, il y a des diplômes universitaires de patients partenaires qui reconnaissent l'expérience de vie de la maladie par un diplôme en France. Il y a des DU, des diplômes universitaires ou des certifications où des patients vont professionnaliser ce qu'ils ont appris sur leur pathologie, ses conséquences et le système de santé. Tu vois, moi, je pense qu'il faut qu'on pousse vraiment ces sujets le plus loin possible. Moi, j'ai des copains recruteurs et puis j'ai des clients DRH et dirigeants qui me disent Anne-Sophie, nous, on cherche des candidats avec des soft skills, mais on a du mal. Bah, des personnes malades en termes de gestion des priorités, d'humanité, de prise de recul. Recruter des malades. Et justement, avant d'avoir lancé l'enregistrement du podcast, on échangeait sur le thème du podcast qui est quand le travail passe dans un second plan. Puis, t'as ajouté quelque chose que je trouvais super intéressant, que oui, lors de l'annonce d'une maladie ou de quelque chose qui touche gravement à notre vie personnelle, le travail passe en second temps, mais ce qui est aussi hyper important à retenir, c'est que le travail, ça peut aussi énormément aider. Puis je te laisse continuer sur la suite parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont tu l'as dit. Alors, je ne sais plus comment je l'ai dit exactement, mais ce qui est sûr, c'est que quand on m'a appris que j'avais un cancer, j'ai toujours d'ailleurs, 3 enfants qui avaient 10 ans, 8 ans et 6 ans, Margot, Nicolas et Charlotte. Ma priorité, ça a été de survivre pour mes enfants, en fait, c'est mon entourage. Mais j'ai toujours aimé travailler et le travail pendant les traitements a constitué, même si j'étais en arrêt de travail, un pilier probablement de ma guérison, parce que c'était un espace hors de la maladie. Ma famille, mes amis, l'hôpital, tout a tourné pendant des mois autour de ma maladie. Mes collègues, mes clients, alors bien sûr, se préoccupaient de ma santé, prenaient des nouvelles, mais m'amenaient vers quelque chose hors de la maladie.
J'étais plus exclusivement une personne malade ou une maman malade ou une femme malade ou une copine malade. J'étais une professionnelle. Et oui, le travail passe dans un second plan, mais c'est aussi un pilier, je pense, précieux et un soutien précieux pendant et après les traitements. La question de la place dans la société, de l'utilité sociale, elle est prégnante. Alors, on peut s'interroger de manière philosophique si c'est une bonne chose ou pas de vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Mais dans tous les cas, la réalité aujourd'hui, pour une majorité d'entre nous, c'est que le travail occupe une place importante et pouvoir préserver en fait sa place au travail, sa place qui souvent est synonyme de sa place dans la société, ça me semble vraiment être essentiel pour les personnes, mais aussi essentiel pour les employeurs parce qu'ils ont besoin de talents, ils ont besoin de gens engagés pour réaliser leurs projets d'entreprise. Et puis en France, pour notre système de sécu, moi je suis très reconnaissante d'avoir pu sortir une carte vitale, avoir été soignée gratuitement pour un cancer alors que les coûts des traitements sont très importants et dans des centres de lutte contre le cancer en pointe. Tu vois, je trouve que c'est une chance. C'est nos grands-parents qui nous ont laissé ce système-là. Moi, je ne souhaite à aucun de nos enfants d'être malade un jour, mais en revanche, si c'est le cas, je leur souhaite vraiment d'avoir accès à cette carte vitale et à notre système de santé. Et c'est aussi pour ça qu'on se lève tous les matins chez Cancer at Work et We Care at Work. En perspective plus long terme, c'est aussi ça, c'est de permettre à nos enfants d'accéder à des soins de qualité gratuitement, quasi. Et moi, j'aimerais bien que ça puisse être dans le monde entier. Si un jour on pourrait avoir ça, ce serait comme la base pour moi. Ça et l'éducation, c'est les deux. Et puis s'occuper de nos anciens aussi. Oh oui, c'est vrai. Ça, c'est une bonne chose à rajouter. Mais Anne-Sophie, on avait. Ah, vas-y. j'ai des copines dans d'autres pays qui parfois doivent arbitrer entre la vente de leur maison et se soigner. Tu vois, moi je me dis, mais j'ai pas eu à me poser cette question, mais quelle chance! Et puis ça, faut pas l'oublier. Enfin, je dis, il faut pas l'oublier parce que c'est une chance. En réalité, moi, je trouve que ça devrait être quelque chose de normal. Ça devrait pas être une chance. Ça devrait être quelque chose qui soit complètement normal pour tout être humain sur cette terre-là. Ouais, donc merci d'essayer de faire en tout cas que ça puisse continuer. À notre échelle, en tout cas. Merci en tout cas. Et puis justement, ben là, on arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Aux dirigeants d'entreprises du monde entier, j'ai envie de leur dire, engagez-vous, posez le sujet. C'est urgent d'agir, mais c'est même pas simplement humaniste, juste pour que vos boîtes continuent à tourner dans les meilleures conditions et à se développer. Donc, il est temps. C'est maintenant. C'est vrai, c'est maintenant. Et puis 2025, comme tu disais, c'est vraiment demain aussi. Donc, Et pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous une découverte récente. Alors, ça peut être un livre, une chaîne YouTube, un autre podcast aussi, quelque chose qui t'a marqué, qui a eu un impact sur toi et que tu aimerais partager. Alors moi qui suis avide de lecture, d'écoute, etc., il y a plein de choses, mais j'évoquais tout à l'heure Maëlle Sigono et Mounia El-Kotni, qui est anthropologue, qui ont coopéré sur ce podcast Impatiente, qui est paru sur Nouvelles Écoutes, et c'est aussi un livre de femmes engagées. Donc, c'est cette découverte que j'aimerais vous faire partager. Et ben, je le rajouterai dans les notes de l'épisode, comme ça vous pouvez aussi y accéder facilement. Et puis enfin, Anne-Sophie, si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Mais très simplement, vous pouvez contacter notre ligne téléphonique Allo Alex au 0800 400 310 ou bien sur le site internet wecaratwork.com. Je répondrai volontiers à toutes vos questions et avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup Anne-Sophie, et merci pour ton sourire et toute l'énergie là que tu nous as donnée pendant cet épisode et nous avoir partagé aussi ton histoire.
Merci Camille. C'est très facile de donner de l'énergie quand on a une jeune femme aussi souriante et dynamique que toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à mettre tout plein de petites étoiles, de pouces bleus et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Et n'oubliez pas que le milieu professionnel peut jouer un rôle crucial quand notre vie personnelle bascule. De notre côté, on se retrouve jeudi, dans 2 semaines. On va aborder un autre sujet tabou dans nos entreprises, les 3 premiers mois de grossesse. À cette occasion, je serai accompagnée de Judith Aquin, autrice du livre 3 mois sous silence et co-créatrice du Parental Challenge. Pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode. Et puis moi je vous dis à jeudi.